Dans les océans, on peut trouver la majorité des animaux rares, surtout dans les profondeurs de l'immense étendue d'eau. Mais beaucoup de gens oublient qu'il n'est pas nécessaire d'aller au fond pour observer les espèces à l'apparence la plus étrange. En parcourant simplement la surface, on pourrait tomber sur un titan qui se déplace dans les mers comme s'il volait. C'est la raie manta ou manta géante. Contrairement à de nombreuses raies et pastenagues, ce ragiforme se trouve dans la plupart des mers tropicales et tempérées, depuis l'Amérique jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique jusqu'au Nouveau Monde. On peut donc dire qu'il fait le tour du monde, à des profondeurs allant jusqu'à 120 mètres, loin des terres, voyageant sur les courants maritimes pour migrer vers les régions où abonde sa nourriture. C'est un chondrichtien, de la même classe biologique que les requins, caractérisé par l'absence d'aiguillons sur la queue et par des nageoires qui partent de la tête. Son nom a suscité des controverses, car les raies ont effectivement un aiguillon souvent venimeux. Mais comme il s'agit de la plus grande espèce des ragiformes, je pense qu'il mérite le nom qui lui est attribué. Elles sont faciles à reconnaître, avec leur corps aplati et leurs grandes nageoires pectorales triangulaires. Leur envergure est énorme, de 5 à 6 mètres, et leur longueur de la tête à l'extrémité de la queue peut atteindre 4 mètres. La plus grande jamais enregistrée à ce jour mesurait 7 mètres de long avec 9 mètres d'une nageoire à l'autre. Cela leur confère un poids allant jusqu'à 1 tonne 300 kg. À l'avant de la tête, elles ont 2 nageoires céphaliques donnant l'apparence de cornes, qui sont des extensions des nageoires pectorales, et une petite nageoire dorsale, très semblable à celle des requins. Leur bouche est gigantesque, rectangulaire, avec de minuscules dents exclusivement sur la mâchoire inférieure, en 18 rangées, ce qui pourrait être un vestige de leur évolution. Leurs yeux sont sur les côtés, suivis vers l'arrière par leurs branchies, avec une longue queue en forme de fouet, dépourvue d'épines comme chez d'autres espèces apparentées, mais avec une protubérance en forme de bouton à sa base. Leur dos est de couleur noire, brun foncé ou bleu acier, ce qui les aide à augmenter leur température corporelle en absorbant davantage de spectres lumineux, tandis que la région ventrale est blanche avec des taches sombres. Cela leur permet de se camoufler si on les observe par en dessous, et aide les scientifiques à identifier les individus grâce à la répartition unique de ces taches. Leurs écailles sont rugueuses et squameuses, avec de petits diverticules coniques en forme de crête. Ce sont des êtres solitaires, nageant librement sans territoire fixe grâce à la flexibilité de leurs nageoires et à leur squelette cartilagineux. Elles ont la capacité de bondir à la surface jusqu'à 2 mètres de hauteur avant de retomber violemment sur l'eau, surtout en période de reproduction. Cela les aide à éliminer les parasites et les écailles mortes. Leur nature solitaire ne s'applique qu'aux membres de leur propre ordre, car on peut voir autour d'elles des labres qui leur retirent les parasites et la peau morte, se nourrissant ainsi et créant une symbiose, ou parfois une rémora qui remplit la même fonction, mais qui se fixe sous leur corps ou à leur nageoire, voyageant avec son hôte pendant qu'il se nourrit et le protège. Elles passent souvent par les mêmes endroits, appelés stations de nettoyage, où se trouvent des bancs de ces poissons nettoyeurs, ce qui dénote une carte cognitive de ces lieux. Elles n'ont pas beaucoup de mécanismes de défense contre les prédateurs, mis à part leurs écailles qui servent d'armure, mais elles n'en ont pas besoin en raison de leur grande taille. Elles ont peu de chasseurs, si ce n'est les grands requins comme le requin blanc qui peuvent s'aventurer à les chasser, ou l'un des plus grands maillons de la chaîne alimentaire, les orques. Cette espèce, qui donne l'apparence d'un redoutable prédateur, ne l'est pas. Elles se nourrissent par filtration, principalement de plancton, nageant souvent verticalement pour maintenir un groupe important dans une zone circulaire, où elles aspirent l'eau avec des crustacés et de petits poissons qui restent piégés sur les plaques à l'intérieur de leur bouche, l'eau étant expulsée par leurs branchies. Pour leur reproduction, elles se rassemblent en grand nombre dans les eaux tropicales, à une température de 26 à 29 degrés Celsius, autour des récifs à des profondeurs de 10 à 20 mètres, de début décembre à avril. Plusieurs mâles courtiseront une femelle, nageant près de sa queue à une vitesse plus élevée que la normale, de 9 à 12 km par heure. Cette parade peut durer jusqu'à 30 minutes, puis la femelle réduit sa vitesse et un mâle amorce à la nageoire dorsale, l'enserrant pour insérer son ptérygopode dans son cloaque et y déposer son sperme. Le mâle part ensuite à la recherche d'une autre femelle, tandis que celle-ci s'éloigne. Ce sont des animaux ovovivipares, leur progéniture est incubée à l'intérieur pendant une période d'environ 13 mois, variable, donnant naissance à une ou deux petites. Elles naissent avec les nageoires enroulées autour du corps mais nagent librement peu après, se débrouillant seules, mesurant environ 1 mètre à la naissance pour un poids de 11 kg, et devant échapper à de nombreux prédateurs qui peuvent les chasser.
Elles atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 5 ans et vivent en moyenne de 12 à 20 ans à l'état sauvage en raison de leur métabolisme lent, tandis qu'en captivité, elles ont atteint 20 ans. Cependant, leur reproduction est très difficile en raison de leurs énormes besoins d'espace, mais l'aquarium de Shiromi à Okinawa, au Japon, a réussi la première reproduction de ce géant en 2007. Elle est classée dans le statut vulnérable. Sa population est difficile à estimer en raison de son immense territoire, mais sa faible taux de reproduction, sa vulnérabilité à la pêche massive et les changements climatiques affectant sa nourriture justifient ce statut. Sa pêche est interdite dans de nombreux pays, mais sa capture reste rare. Par exemple, en Indonésie, la pêche de cette espèce rapportait entre 40 et 500 $ par spécimen, tandis que le tourisme génère environ $1 million sur toute la vie d'un individu. Ainsi, l'approche a changé vers la préservation et l'utilisation touristique, faisant de l'Indonésie le plus grand sanctuaire de raies manta au monde, tandis que d'autres pays génèrent aussi des revenus par ce biais. Des mythes ont émergé à leur sujet, les croyant agressives et dangereuses pour l'homme, notamment à cause de leurs nageoires céphaliques en forme de cornes. On a cru qu'elles pouvaient sauter sur les bateaux de pêche pour les couler ou envelopper les nageurs dans leurs nageoires comme un drap pour les noyer, d'où leur nom de manta, drap en espagnol. En réalité, elles sont très réservées. Lorsqu'on les approche, elles ont tendance à s'éloigner, surtout si on les touche. Un habitant passif et charismatique de la planète, à l'apparence rare, très connu mais dont la morphologie unique, due à sa taille gigantesque, est souvent négligée. Voilà la raie manta. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.